Et donc, M. Macron, effectivement, il faut qu'il fasse un effort pour développer la profondeur et développer la stabilité dans son existence. C'est vrai que beaucoup de commentateurs l'ont dit quand ils l'ont analysé, l'ont étudié depuis des années, et ils disent qu'on a l'impression d'avoir en face de nous un adolescent permanent. En réalité, je ne sais pas si c'est un adolescent permanent. Ça, c'est un cas de psychologie ou de psychiatrie. Mais en tout cas, l'anthropologie te dit qu'effectivement, Macron, c'est un sanguin et que donc, il vit beaucoup de l'extérieur et que donc, il a naturellement une nécessité, comme chacun d'entre nous, notre tempérament te pousse dans une direction, dans une autre, et il t'oblige effectivement à développer certaines vertus, sinon tu t'effondres. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Alexandre Avardianine, auteur, avocat et conférencier français, spécialisé dans le développement personnel et le leadership moral et la formation du caractère. En 2022, vous avez sorti un livre, Créer pour la grandeur, le leadership comme idéal de vie. Alors, j'ai tout de suite une question à vous poser. Selon vous, le président français Emmanuel Macron incarne-t-il les vertus du leadership que vous développez dans votre livre, notamment la magnanimité et l'humilité? Bon, alors là, c'est une question pour ceux qui nous écoutent, dans laquelle qu'il faut situer un petit peu, effectivement, dans ma vision de leadership, hein. Il y a deux vertus spécifiques de leader qui sont la magnanimité et l'humilité, parce que pour moi, le leadership consiste à grandir en faisant grandir les autres. C'est ça le leadership, grandir en faisant grandir les autres. Le leadership n'est pas une fonction, le leadership c'est un mode d'être qui est fait pour toute personne, pour des personnes qui ont une vision de la magnanimité et de l'humilité. Donc la magnanimité c'est la grandeur et l'humilité c'est le service. Donc pour moi, un vrai leader, c'est une personne qui grandit en faisant grandir les autres. Une personne donc, qui pratique la vertu de magnanimité et la vertu d'humilité. La grandeur et le service. Ça, c'est les mots-clés. La grandeur et le service. Alors, je ne suis pas du tout convaincu que M. Macron grandisse en faisant grandir les autres. Euh, je pense qu'avec les éléments d'information que j'ai, je pense on est très loin de tout ça. Et en fait, je ne pense pas seulement à M. Macron. Je pense à tous ceux qui sont les chefs de gouvernement de bien des pays en Europe. Tu penses à Starmer, tu penses à Merz, tu penses à Sanchez, tu penses à Macron. Et tu te dis, là, il y a pas de magnanimité et il n'y a pas d'humilité. Il n'y a pas de grandeur et il n'y a pas de service. Et dans mon système de leadership vertueux, j'explique qu'en réalité, avant d'être un leader, c'est-à-dire avant de pratiquer la magnanimité et l'humilité, il faut pratiquer ce qu'on appelle les vertus fondamentales. Ces vertus fondamentales, ce sont des vertus qui te permettent d'être une personne intègre, qui te permettent en fait d'être un être humain. C'est-à-dire qu'avant d'être un leader, il faut être un être humain, au sens où les Grecs l'entendaient, les anciens Grecs. La pratique des vertus humaines, c'est ça ce qui fait de toi un être humain normalement constitué, une personne intègre. Et ces quatre vertus fondamentales, nous les connaissons tous, nous en avons entendu parler quand on a fait tous un peu de philosophie grecque, et on sait que les anciens Grecs, ils avaient une vision des quatre vertus qu'ils appelaient fondamentales, qui sont la prudence, ou la sagesse pratique, qui est la capacité de prendre les bonnes décisions, le courage, qui est la capacité d'audace et aussi la capacité d'endurance, la maîtrise de soi, qui est la capacité de diriger ses émotions, et la justice, qui est la capacité de donner à chacun son dû. Et si on ne fait pas un effort pour pratiquer ces quatre vertus fondamentales, il est impossible en fait de pratiquer les vertus spécifiques du leadership. C'est-à-dire qu'il faut commencer par le début.
il faut devenir d'abord un être humain avant de devenir un leader. Et je connais beaucoup de gens qui rêvent d'être des leaders sans devenir des êtres humains, qui veulent passer directement au stade supérieur. Et le problème, c'est qu'effectivement, le leadership, c'est le stade supérieur de l'humanité. Ce n'est pas le stade de base. C'est-à-dire qu'il faut d'abord développer la base pour pouvoir ensuite développer le stade supérieur. Et donc, moi, quand je vois ces quatre chefs de gouvernement européens, aujourd'hui, quand les observe, je les contemple, il est évident que tout de suite, je vois qu'il y a un manque de magnanimité et d'humilité, un manque de grandeur et un manque de service, mais ce que je vois avant tout, c'est l'absence totale ou une absence grossière des quatre vertus fondamentales dont les Grecs nous ont parlé. Une incapacité totale de prendre des décisions qui correspondent à des faits. La plupart des décisions qui sont prises sont des décisions idéologiques ou qui correspondent à des intérêts particuliers, donc qui ne correspondent absolument pas à la réalité. Les décisions prudentes, les décisions sages, en fait, ce sont des décisions qui correspondent aux faits, qui correspondent à la réalité des faits. Et on voit qu'aujourd'hui, les décisions qui sont prises politiquement par la plupart des chefs de gouvernement ne correspondent pas à des faits. Ce sont des décisions qui sont purement subjectives, qui sont en relation avec des intérêts personnels ou avec des préjugés idéologiques. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on voit une absence de courage partout, partout une absence de courage, l'incapacité de dépasser la peur, une absence d'audace totale, une absence d'endurance, une absence de maîtrise de soi, l'incapacité de gérer ses émotions. C'est quelque chose d'impressionnant. On a vraiment l'impression parfois que nos gouvernants sont des animaux. L'incapacité de gérer ses émotions est quelque chose qui t'empêche en fait de prendre des décisions qui soient prudentes, qui soient sages. Et puis la difficulté qu'ils ont de donner à chacun leur dû, l'incapacité de donner à chacun leur dû. On en parlera un petit peu quand on parlera de la justice. Mais donc moi, mon idée, c'est que il ne faut pas parler de leadership quand on parle de ces personnes-là. Il faut parler d'humanité, c'est-à-dire se poser la question, est-ce que ce sont des êtres humains normalement constitués? La question de leadership ne se pose pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas atteint le degré où on puisse parler de leadership. Donc il ne s'agit pas du leadership. Là, il s'agit d'un problème beaucoup plus profond, beaucoup plus fondamental, c'est est-ce que ces personnes sont des êtres humains intègres? C'est ça la vraie question. Et pour savoir si ce sont des êtres humains intègres, ben, il faut revenir aux quatre vertus fondamentales, qu'on appelle les quatre vertus cardinales, dont que les Grecs nous ont exposées il y a plus de 2500 ans. Et c'est sur la base de ces vertus qu'on peut constater, qu'on peut comprendre quel est le problème de notre civilisation aujourd'hui et des personnes qui nous dirigent. Donc le mot-clé ici, c'est qu'avant d'être un leader, il faut être un homme. Ou avant d'être un leader, il faut être une femme. Ensuite, on peut devenir un leader. Et si tu n'es pas un homme, à 100% ou à moitié au moins, ou une femme à moitié au moins, tu ne seras pas un leader. C'est pas ton problème, le problème du leadership. Ton problème va être le problème de l'humanité. Est-ce que tu as développé un stage d'humanité qui est suffisamment élevé pour que tu puisses ensuite passer au stade supérieur que le stade de leadership? Emmanuel Macron se décrit comme un président à la posture jupitérienne. Est-ce selon vous une forme de grandeur ou un excès d'ego? Il y a beaucoup de gens qui confondent la magnanimité, donc la grandeur, la tension vers les grandes choses, la capacité de rêver, de transformer ses rêves en mission. C'est ça ce qu'est la magnanimité. C'est la vertu de la contemplation et de l'action. C'est la vertu des philosophes qui sont en même temps des hommes et des femmes d'action, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui confondent un peu cette vertu magnifique de la magnanimité avec l'orgueil. En réalité, la magnanimité, c'est pas de l'orgueil. L'orgueil, c'est un vice. Et la magnanimité, c'est une vertu. Donc, il n'y a rien en commun, ces deux concepts. Le problème, c'est que si tu ne pratiques pas la vertu de prudence, la vertu de sagesse pratique dont je viens de parler, tu tombes facilement dans l'orgueil alors que tu penses que tu es magnanime. Si tu n'as pas de prudence, en fait, tu tombes dans un défaut, tu tombes dans un vice et tu as l'impression de pratiquer une vertu, mais en principe, tu es tombé dans le vice, tu es dans la fausse vertu. Je vais donner quelques exemples.
Tu as des gens qui pensent qui pratiquent la maîtrise de soi. Mais en réalité, l'absence de prudence, l'absence de sagesse pratique fait en sorte qu'en fait, ils sont pas dans la maîtrise de soi, ils sont dans l'insensibilité. Tu vois, ils sont dans la misanthropie. Et ils pensent que ça, c'est de la maîtrise de soi. Mais la misanthropie, c'est pas de la maîtrise de soi. Vous comprenez, c'est un vice, la misanthropie. Donc la maîtrise de soi, c'est une vertu extraordinaire. Prenons l'exemple du coup de l'audace. Il y a des gens qui veulent être audacieux, mais comme ils n'ont pas la vertu de sagesse pratique, la prudence, ben, ils tombent dans ce qu'on appelle la témérité. La témérité, être téméraire, ça n'a rien à voir avec être audacieux. C'est c'est- 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 c'est un vice, la témérité, alors que l'audace, c'est effectivement une vertu. Tu vois, tu as des gens qui veulent être, disons, endurants, mais comme ils n'ont pas de prudence, ils n'ont pas de sagesse pratique, ils vont tomber assez très rapidement dans le servilisme. C'est plus de l'endurance qui est une vertu, c'est le servilisme qui est vraiment un défaut et un vice. Tu vois? Et ben, il se passe exactement la même chose avec la magnanimité. Il y a des gens qui veulent la grandeur, mais leur intelligence pratique ne fonctionne pas. Et donc, au lieu de pratiquer la grandeur, donc la magnanimité, la vertu de magnanimité, en fait, ils tombent dans le vice de l'orgueil. Tu vois? Et on voit l'inverse aussi, hein. Tu as des gens qui veulent être humbles, mais comme la sagesse pratique ne fonctionne pas chez eux, leur tête ne fonctionne pas, au lieu de pratiquer l'humilité, ils pratiquent ce qu'on appelle la pusillanimité. C'est la petitesse d'esprit, de cœur et d'intelligence. Et ces gens-là sont en fait dans le vice, alors que eux, ils pensent qu'ils sont humbles, ils pensent qu'ils sont dans la vertu d'humilité. En réalité, ils sont dans la pusillanimité, qui est un vice terrible. Vous comprenez? Donc, pour revenir à votre question, à mon avis, la réponse, elle est là. C'est que si tu n'as pas de sagesse pratique, tu ne peux pas pratiquer la magnanimité. Donc, il faut, une fois de plus, revenir à la base. Et il faut se poser la question, est-ce qu'on fait un effort pour pratiquer ces quatre vertus fondamentales dont les Grecs nous en parlaient il y a plus de 1500 ans? Quelles sont les vertus que devrait développer Emmanuel Macron à la lumière de son tempérament? Bon, Emmanuel Macron, moi je pense qu'il a un tempérament sanguin. Bon, vous vous souvenez, il y a les quatre tempéraments, et j'en parle pas mal dans mes livres. J'ai écrit un livre qui s'appelle Du tempérament au caractère. Le colérique, c'est celui qui est biologiquement orienté vers l'action. Le mélancolique, c'est celui qui est biologiquement orienté vers la contemplation, les idées. Le flegmatique, c'est une personne qui est biologiquement orientée vers la paix, la tranquillité. Et le sanguin, c'est une personne qui est biologiquement orientée, je dirais, vers la communication. C'est une personne extroverte, personne qui vive de l'extérieur. C'est un talent. C'est un talent. C'est le talent de la communication. On voit que Macron, il est très sur l'extérieur. Il est très attentif à l'extérieur. Il est chaleureux. Il est chaleureux. Il a certains talents extérieurs. Ça, c'est évident. Mais le problème qui se pose avec les sanguins, c'est que très souvent, ils- comme ils sont extériorisés tout le temps, il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas de profondeur. Et la deuxième chose qu'on voit chez eux très souvent aussi, c'est l'instabilité. Ils sont très instables. Et donc, Monsieur Macron, effectivement, il faut qu'il fasse un effort pour développer la profondeur et développer la stabilité dans son existence. C'est vrai que beaucoup de commentateurs l'ont dit quand ils l'ont analysé, l'ont étudié depuis des années, et ils disent qu'on a l'impression d'avoir en face de nous un adolescent permanent. En réalité, je ne sais pas si c'est un adolescent permanent. Ça, c'est un cas de psychologie ou de psychiatrie. Mais en tout cas, l'anthropologie te dit qu'effectivement, Macron, c'est un sanguin et que donc, il vit beaucoup de l'extérieur et que donc, il a naturellement une nécessité, comme chacun d'entre nous, notre tempérament te pousse dans une direction, dans une autre, et il t'oblige effectivement à développer certaines vertus, sinon tu t'effondres. Et les vertus dont M. Macron doit absolument développer, c'est la vertu de profondeur et la vertu de stabilité et d'endurance. Euh, et peut-être que ça l'aidera beaucoup à sortir de son état d'adolescence permanente.
Alors, on peut voir qu'il a un parcours très rapide, inspecteur des finances, banquier d'affaires chez Rothschild, ministre de l'économie avant d'être élu président à seulement 39 ans. Selon vous, est-ce que ces qualités seules suffisent pour être un vrai leader? Et ne faut-il pas autre chose comme une certaine grandeur d'âme pour réussir à diriger avec authenticité et longévité? Bon, l'intelligence, c'est pas suffisant, évidemment, pour être un leader. Euh, le problème de bien des gens à notre époque, les temps modernes, c'est un peu ce qu'expliquait C.S. Lewis dans un de ses livres. Il parle de ces men without chest, ces hommes sans thorax. Vous voyez, c'est une très belle expression. Les hommes sans thorax, c'est quoi? C'est des personnes qui n'ont que le cerveau et le ventre. Et qu'il n'y a rien entre le cerveau et le ventre. Donc, tu as le cerveau et le ventre et ce qu'il y a au-dessous du ventre. Mais tu n'as pas le thorax. Le thorax, c'est le lieu du cœur, c'est le lieu de la magnanimité, c'est le lieu de la grandeur. Et effectivement, quand on voit le moderne, effectivement, on se rend compte qu'effectivement, il n'y a plus de place pour la magnanimité, il n'y a plus de place pour le cœur. La magnanimité est fondamentalement une vertu du cœur, une vertu qui naît dans le cœur de la personne, qui est le centre même de la personne. Mais ce centre n'existe plus. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont des gens sans thorax. Vous voyez, men without chest, sans thorax. Et donc, il n'y a plus que le cerveau et le ventre. Et c'est un sacré problème. Et là, il n'y a pas de possibilité de leadership, bien évidemment. Le leadership, enfin, il commence pas, mais il se développe surtout au niveau de la magnanimité, qui est le cœur de la personne. Et ça me fait penser un petit peu à cette phrase aussi de Albert Camus, dans Les Justes, dans La Chute, pardon, dans son livre La Chute. Il se pose la question, qu'est-ce que, qu'est-ce que les historiens à l'avenir diront du XXe siècle? Je pense qu'on peut étendre ça au XXIe siècle. Il disait que lorsque les écrivains futurs, les historiens futurs écriront sur le XXe siècle, ils diront les hommes et les femmes du XXe siècle, ils faisaient l'amour et ils lisaient les journaux. C'est exactement la même chose que C.S. Lewis, c'est-à-dire le ventre et le cerveau. Mais, enfin, le journaux, le journaux, c'est le cerveau. On n'est pas, je ne parle pas de l'intelligence et de la prudence, c'est le cerveau. Donc, encore une fois, le problème qu'on voit chez bien des gens, chez très très nombreuses personnes, c'est ça, c'est le ventre et le cerveau. Et il n'y a rien au milieu, quoi. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de place pour la magnanimité. C'est ça, quoi. Les journaux et ce qu'il y a au-dessous, quoi. Mais rien de fort, rien de sérieux, rien de grand. Donc, pas de possibilité de leadership. Pas de possibilité de leadership. Donc, être intelligent, entre guillemets, c'est vraiment pas suffisant pour être un leader. Il faut développer un cœur, il faut développer une intelligence, il faut développer une volonté. Il faut que ces trois choses fonctionnent main dans la main. Et avoir seulement un cerveau, c'est pas du tout un signe de leadership. Pas du tout. Est-ce qu'un bon leader peut vraiment réussir en politique aujourd'hui avec toutes les pressions des médias, des sondages et des réseaux sociaux? Je pense que oui. Bon, surtout les réseaux sociaux aujourd'hui, quand même, donnent aux gens un certain nombre de possibilités incroyables de s'exprimer. Ce que bien des gens n'avaient pas jadis. Donc, le réseau social, à mon avis, est absolument fondamental. Tant que tu es pas, tant que tu es pas, comment dire en français, cancelled, tant que tu n'es pas éliminé, tu peux parler et tu peux dire des choses comme tu en as envie. Et ça, c'est très important pour les hommes et les femmes qui veulent se lancer dans la politique aujourd'hui. Ça, c'est clair. Les médias, alors les médias, effectivement, on voit aujourd'hui, quand on voit on observe un petit peu ce qui se passe dans les médias, tu vois une vulgarité absolument incroyable, une violence absolument incroyable. Tu vois que ce sont des gens de théâtre, en fait, les gens des médias. Ce ne sont plus des personnes qui sont là pour chercher la vérité, ils s'en foutent complètement de la vérité. On a l'impression que ce qui les intéresse, c'est de se promouvoir eux-mêmes. Tu vois, ah, j'ai réussi à le mettre dans une situation difficile, il n'avait plus rien à dire. Donc, des gens qui ont vraiment dans la tête, qui n'ont pas dans la tête le désir de découvrir la vérité, mais qui ont surtout dans la tête l'idée de faire du cinéma. Et donc, il ne faut pas jouer selon les règles. Je me souviens de Solzhenitsyn. C'était une personne qu'on connaît bien en Occident quand même, Alexandre Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, il avait été
Il avait été vraiment blasphémé, il avait été très critiqué dans les médias. Il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle 200 ans ensemble. C'est un livre dans lequel il raconte un petit peu, de manière très objective et très tranquille, très calme, comment les Juifs et les Russes, pendant 200 ans, ont vécu ensemble en Russie. Un très beau livre, très objectif, très tranquille. Il y a des critiques et il y a des choses très positives sur les Russes et sur les Juifs. Mais il y a bien des journalistes aux États-Unis n'ont pas accepté l'idée qu'il, lui, n'étant pas juif, écrive un livre sur les Juifs. Et donc, tout de suite, ils l'ont dit, Monsieur Solzhenitsyn, vous qui êtes antisémite, nous vous proposons de venir vous défendre devant les médias pour nous montrer qu'en fait, vous ne l'êtes pas. Vous voyez le truc. C'est-à-dire que la victime devient le bourreau. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et je me souviens toujours de Solzhenitsyn. La réponse de Solzhenitsyn, incroyable, c'est allez vous faire foutre. C'est-à-dire que Solzhenitsyn se rendait bien compte qu'en fait, ce sont des pharisiens. Ce sont des pharisiens, ces gars-là, et que lui ne veut pas jouer selon leur jeu. Tu comprends? Ils n'ont jamais réussi à démontrer qu'il est antisémite parce qu'il n'était pas du tout antisémite. Et ils prennent comme point de départ, vous êtes antisémite, maintenant venez vous défendre. Donc les médias aujourd'hui sont extrêmement pharisaïques et donc il faut surtout pas jouer selon leur jeu. Il faut être simple, il faut être intelligent, il ne faut pas rentrer dans la rhétorique des médias. Voilà. Et parfois il faut leur dire, allez vous faire foutre, comme le disait tout simplement Solzhenitsyn. On a beaucoup de choses à apprendre de Solzhenitsyn parce il est vraiment passé partout, hein. Il est passé par les critiques du communisme et il est passé par les critiques du libéralisme. Son comportement a toujours été vraiment un comportement pour moi de leader vertueux. Et c'est pour ça que j'apprends beaucoup d'eux et j'encourage toujours mes élèves à apprendre de la vie, de l'expérience, de la biographie d'Alexandre Solzhenitsyn. Un très grand leader, peut-être le plus grand leader du XXe siècle. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est qu'un pharisien? Ben, les pharisiens, à l'époque du Christ, ce sont les personnes c'est les hypocrites, c'est seulement les hypocrites. Un pharisien, c'est un hypocrite. C'est une personne en fait qui ne cherche pas la vérité. C'est une personne qui rationalise totalement. Une personne qui ne s'intéresse pas à la vérité et qui a des préjugés. Au départ, par exemple, dans l'Évangile, il y a une très belle histoire. Jésus-Christ redonne la vue à un aveugle de naissance. Et cet aveugle de naissance, il va se faire critiquer par les pharisiens qui vont lui dire, écoute, toi, on sait qui est Jésus-Christ, on sait que c'est un pécheur, donc on sait qu'il ne peut pas faire de miracle. Donc toi, tu nous dis que c'est lui qui t'a guéri de ta cécité. En réalité, c'est impossible parce que Jésus-Christ est un pécheur. Donc, vous voyez, c'est au lieu de rechercher les faits, au lieu de rechercher les faits, ils ont un préjugé de base. Ce préjugé de base, c'est que ce type qui dit qu'il avait la cécité et maintenant qu'il voit, c'est forcément un menteur parce que ce Jésus-Christ qui soi-disant l'a guéri est incapable de faire des miracles parce que ce Jésus-Christ est un pécheur. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, tu reconstitues complètement la réalité. Les faits ne t'intéressent absolument pas. C'est ça un pharisien. Et c'est ça ce que l'on a aujourd'hui dans les médias. C'est du pharisaïsme à 100%, c'est la même situation que la situation de ce pauvre homme qui a été guéri de sa cécité et qui maintenant voit, et qui est conscient qu'il était aveugle, et qui est conscient que maintenant il voit, et on lui dit, en fait, t'es un pauvre type, t'es un salaud, t'es un menteur, parce que c'est pas possible que tu vois. Et si tu vois, c'est que tu n'étais pas aveugle. Vous voyez? Donc c'est un, ça existe toujours le pharisaïsme, et c'est quelque chose qu'on voit surtout au niveau des médias. C'est viens te défendre, viens nous expliquer qu'en réalité, il n'est pas si mauvais que ce que le monde pense. Vous voyez? C'est dégueulasse. C'est quelque chose d'extrêmement dégueulasse, ignoble. En fait, le pharisaïsme, c'est pas beau. C'est dégueulasse, c'est ignoble, mais ça fait un mal énorme. Et surtout, ça corrompt le pharisien encore plus que le mal que ça peut faire à ceux qui en sont sévis. Alors, en reparlant des élections, changer le monde ou même un pays, ça prend du temps. Est-ce que les élections tous les 5 ans laissent vraiment le temps d'agir avec profondeur? Anna, tout dépend, je dirais, de la qualité morale des personnes qu'on élit. Il est évident, si on n'a que des gens médiocres, bah 500, 5 ans, c'est le maximum. On ne peut pas aller plus loin avec les médiocres. Il faut changer ça le plus vite possible. Mais dès qu'on commence à avoir une démocratie qui fonctionne, avec des personnes qui sont vraiment compétentes, et j'espère qu'à l'avenir, ça viendra,
À ce moment-là, il faut penser à des mandats beaucoup plus longs, c'est évident, parce qu'en 5 ans, tu ne peux pas reconstruire un pays. Pour reconstruire la France, parce qu'elle est vraiment à un stade de dégradation totale, il faudra des leaders, qui soient vraiment des leaders, bien évidemment, mais aussi il faudra leur donner le temps pour reconstruire tout ça. Et il est évident que 5 ans, c'est trop peu pour reconstruire un esprit, un État. Donc là, vous avez raison, il faut qu'on travaille sur le long terme. C'est sur le long terme qu'il faut travailler. Et, et voilà, mais ça sera pour l'avenir. On n'est pas encore là. Là, on est dans le présent. Est-ce qu'un leader politique doit toujours chercher à plaire au plus grand nombre ou doit-il parfois prendre des décisions difficiles, même impopulaires? Bah, un vrai leader, c'est une personne qui sait parfaitement qu'il y a parfois des opérations chirurgicales qu'il faut opérer. Donc, il faut opérer, il faut aller chez le dentiste, quoi. Et ça fait mal. Il y a des choses en France qu'il va falloir changer et ça va faire mal. Ça va faire très, très mal. Et donc, tu peux pas, tu peux pas te dire, je ne peux pas faire ça parce que sinon ils vont m'en vouloir et sinon je ne vais pas être réélu. Ça, c'est pas du leadership, ça, c'est la soif de pouvoir. Je veux être au pouvoir à tout prix. Donc, je fais tout pour rester au pouvoir. Au lieu de chercher le bien commun, ce qui m'intéresse, c'est mon pouvoir personnel. Et ça, c'est vraiment dramatique. Un vrai leader, c'est une personne qui fait en conscience ce qu'elle pense qu'elle doit faire. Et si elle n'est pas réélue, elle n'est pas réélue et c'est fini. Mais ce n'est pas un problème pour elle. Le problème pour elle, c'est est-ce que je suis en train de réaliser le bien commun ou pas. Donc c'est là la question de base qui se pose. Et dans des pays où tu as une grande confiance, parce que le peuple a confiance dans ses leaders, parce qu'il voit qu'ils sont prudents, il voit qu'ils ont de la volonté, il voit qu'ils ont du cœur, ils sont prêts à toutes sortes de sacrifices, en fait, parce qu'ils savent que leur leader, ce qu'ils cherchent, c'est le bien commun du peuple. Mais à partir du moment où tu as l'impression et tu te rends compte que celui qui est à la tête du pays, en fait, ce qu'il cherche, c'est son intérêt personnel, à ce moment-là, il n'y a plus de confiance. Et à ce moment-là, les gens te disent, il faut le virer, ce gars-là, au plus vite. Ça, c'est clair et net. Et cette personne ne peut pas avoir une politique à long terme. C'est évident, parce que tout ce qu'il fait est interprété comme étant quelque chose de négatif, parce qu'il n'y a pas de confiance. Donc la confiance, c'est vraiment la base, ça c'est évident, la base de leadership. Comment la construire et la garder, justement, cette confiance entre le président et ses citoyens? Cette confiance, si tu veux, c'est vraiment le fruit de la vertu. Si tu veux, quand on voit une personne qui est prudente, donc qui est capable de prendre des bonnes décisions, une personne qui analyse les faits, une personne qui cherche la vérité pratique, et qui prend des décisions qui sont basées sur cette vérité pratique, et non pas des décisions qui sont basées sur des intérêts personnels ou ou sur des préjugés idéologiques. À ce moment-là, la confiance commence à naître. Et la confiance grandit quand tu vois que cette personne, non seulement elle prend des décisions qui sont bonnes, mais tu vois qu'en même temps, cette personne, elle est capable de les mettre en pratique, ces décisions et qu'elle ne fait pas marche arrière à chaque fois qu'il y a une opposition. Elle va jusqu'au bout de ses décisions. Parce qu'elle sait que ce sont les bonnes décisions, elle sait que ça va faire mal, mais elle sait qu'elles sont absolument importantes et nécessaires. Et c'est ça la confiance. C'est quand tu vois que celui qui est à la tête, il a un cœur, mais il a aussi une intelligence pratique et il a aussi une volonté. Tu vois? Et donc, on voit que c'est là que se développe la confiance. Si tu vois qu'il manque l'intelligence et que donc la personne est incapable de prendre des décisions qui soient bonnes, ou si tu vois qu'il est incapable de mettre en pratique des décisions parce que dès qu'il a pris sa décision, ensuite, il voit qu'il y a des obstacles, il voit qu'il y a des oppositions, il fait tout de suite marche arrière parce qu'il a peur de perdre son pouvoir ou il a peur du qu'en dira-t-on. Là, tu ne peux pas créer la confiance comme ça. Donc, la base vraiment de la confiance, c'est ça, c'est la prudence, donc la sagesse pratique, capacité de prendre des bonnes décisions et le courage pour mettre en œuvre ces décisions jusqu'au bout. Voilà la base de cette confiance que le leader doit développer. Comment un leader peut-il encourager la responsabilité et l'engagement des citoyens dans une démocratie? Bon, moi, j'irais plutôt dans la République, dans une République, la res publica. Hein, donc, c'est la chose publique. Nous, je ne sais pas si on est démocrate ou républicain, pour moi, ça n'a aucune importance. L'important, c'est que on ait conscience que la res publica, la République, c'est quelque chose qui est entre nos mains. Parce que c'est la chose publique et que la participation des citoyens aux choses de la cité est quelque chose d'extrêmement important. Ça nous aide à développer la vertu de justice. Alors, dans la vertu de justice, il y a ce qu'on appelle la vertu de citoyenneté. C'est-à-dire que la justice, c'est la vertu de communication. C'est la vertu du bien commun, la vertu
une personne qui construit le bien commun dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle, dans sa vie sociale. Et dans sa vie sociale, c'est la citoyenneté. La citoyenneté, c'est vraiment une vertu qu'il faut vraiment apprendre à développer. Et, euh, et il faut aider les gens à découvrir la grandeur, la beauté de cette vertu qu'est la citoyenneté. Et pour s'engager, je dirais, dans la vie politique, la vie de la cité, il faut un minimum de magnanimité. La magnanimité, je répète, c'est la soif de grandeur, c'est le désir de faire des grandes choses, c'est la capacité de rêver, c'est la capacité de transformer son rêve en mission. C'est, je le répète, la contemplation unie à l'action. Et donc, il faut beaucoup parler de la vertu de la magnanimité. Et j'en parle énormément, j'en parle pratiquement dans tous mes livres, parce que c'est une vertu qu'on a beaucoup oubliée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont pensé aux quatre vertus cardinales dont vous avez parlé tout à l'heure, hein. La prudence, la maîtrise de soi, la- le courage et la justice. Mais très souvent, les gens ne savent pas que la magnanimité, c'est aussi une vertu, et que c'est une vertu magnifique, et que la magnanimité, c'est la vertu des personnes qui ont conscience de leur talent. Parce que tout le monde a des talents. Mais le magnanime, il a conscience de ses talents, il voit ce qu'il peut faire avec ses talents, il multiplie ses talents et il les fait travailler au profit du bien commun. Donc là, il faut développer la vertu de justice, développer la vertu de magnanimité. Ce sont des vertus à propos desquelles il faut parler constamment si on veut que les gens se lancent un peu dans la vie de la cité. Il y a beaucoup de gens qui ont peur, ils pensent, oh non, mais là, la vie politique, c'est dégueulasse, c'est comme les journalistes, c'est comme les avocats, c'est comme tout le monde en fait. Ouais, la vie politique, en fait, c'est pas plus dégueulasse que la vie des avocats et la vie des journalistes. C'est comme tout. Tout est comme la vie de famille, c'est des choses de la vie réelle. Et donc, il faut que les gens s'habituent à ce on puisse faire de la politique en étant un véritable leader vertueux. Euh, Quand on te dit maintenant, Alex, faut pas faire de politique, la politique c'est un truc pour les misérables, pour les miséreux, pour les pauvres types, les gens sans valeur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens comme ça dans la politique aujourd'hui, mais il y a beaucoup de gens comme ça partout, pas seulement dans la politique, partout. Voilà, et il faut qu'il y ait des gens un peu différents partout et aussi dans la politique. Donc il faut encourager les gens surtout les jeunes, qui ont des capacités pour faire de la politique, parce que c'est quand même une vocation dans la mesure où il faut des talents particuliers pour faire de la politique. Les personnes qui séparent les gens constamment, les unir, c'est difficile de faire de la politique. On n'a pas le talent d'unir les gens. Une personne qui a peur du pouvoir, qui est incapable de prendre des décisions, euh, qui a peur du commandement, ces gens-là, effectivement, on se rend bien compte qu'ils ne sont pas faits pour la politique. C'est une vocation, mais il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont des capacités, des talents spécifiques pour être des hommes et des femmes politiques. Il faut vraiment les encourager, ces personnes. Il faut les encourager. C'est vrai que c'est pas facile aujourd'hui, mais rien n'est facile aujourd'hui. Mais il faut les encourager et il faut leur dire c'est pas perdu d'avance. C'est pas perdu d'avance. La magnanimité et la justice. Voilà les grandes vertus qu'il faut développer pour avoir ce désir de participer à la vie de la nation, à la vie de la cité. Quel président ou chef d'État internationaux incarnerait selon vous un vrai leadership magnanime et humble? Bon, si tu veux, Anna, si on regarde un petit peu la situation aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de noms, hein. D'abord en France, depuis 50 ans, c'est vraiment la catastrophe. Voilà, si tu veux, si vous voulez être plus concret, moi je pense que le dernier qui ressemblait un petit peu à un leader, c'était Pompidou. Après Pompidou, c'est Giscard d'Estaing, et là c'est la catastrophe. Donc avec Giscard, c'est la fin du leadership. Je pense que tout a commencé avec Giscard d'Estaing en 74, c'est la fin. Il n'y a plus de leader en France au niveau politique depuis Giscard d'Estaing, en incluant Giscard d'Estaing. Donc c'est une véritable catastrophe. Alors aux États-Unis, moi je pense que le dernier leader, c'était Ronald Reagan. Après Reagan, je pense, il n'y a plus de leader. Les Bush, c'est une véritable catastrophe. Ils n'ont rien dans le cerveau. Tout ce qui vient après Bush, que ce soit les républicains ou les démocrates, c'est une véritable catastrophe. Le seul en Europe aujourd'hui, le seul qui a l'apparence d'un leader, et il faudrait l'étudier pour ça, c'est peut-être Viktor Orban, le président des Hongrois. On voit que c'est un homme il a du cœur, il a de l'intelligence, il a de la volonté. Et ça semble assez bien fonctionner, ces trois choses, main dans la main. Donc, c'est une personne qui, à mon avis, pourrait être étudiée comme étant un des seuls.
leader vertueux européen de ce début du XXIe siècle. À l'inverse, quel dirigeant contemporain illustre les dérives d'un leadership sans vertu? Et peut-on parler de tyrannie du tempérament dans certains cas? Oui, alors là, bon, je ne vais pas donner des noms parce que j'ai déjà donné ces noms au départ. Hein. Mais on voit tout à fait qu'on se rend compte qu'effectivement, si tu n'as pas de caractère, il reste que le tempérament. Mais les animaux ont du tempérament, mais ils n'ont pas de caractère. Le caractère, il est spirituel, c'est le fruit des vertus. Le caractère, c'est le développement de ces habitudes morales qu'on appelle les vertus, virtus en latin, arete en grec, hein, qui sont des habitudes qu'on développe depuis qu'on est tout petit, des habitudes moraux qui sont des capacités qui te permettent de faire des actions nobles. Effectivement, si tu n'as pas développé depuis que tu es jeune un bon niveau de vertu, donc si tu n'as pas beaucoup de caractère, eh ben, il reste qu'une seule chose, c'est effectivement le tempérament. D'ailleurs, c'est pour ça que les Grecs, le caractère, ils l'appellent, c'est caractère. En ancien grec, ça veut dire un sceau. C'est un sceau qui est marqué sur ton tempérament pour que ton tempérament cesse de dominer ta personnalité. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas de caractère, selon les Grecs, ben, il reste que ton tempérament biologique. Et donc, tu es en fait manipulé par ta biologie. C'est-à-dire que tu n'as plus de liberté. Le caractère, c'est la liberté, c'est la capacité d'être libre, alors que lorsque tu n'as pas de caractère, tu n'as pas de liberté. Tu es comme un animal. Un animal n'a pas de liberté d'action. Il n'a pas de liberté de penser, il n'a pas de choix. Il vit selon ses impulsions. Et c'est très bien chez les animaux de vivre selon leurs impulsions, parce que ces impulsions sont absolument géniales chez les animaux. Alors que chez les êtres humains, il y a aussi le caractère. Et si tu vis que de tes impulsions biologiques, ben c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. D'abord parce que tu n'as pas beaucoup d'intuition biologique. Les animaux, ils ont de très grandes intuitions biologiques, ce qui leur permet de survivre. Les êtres humains, ils ont très très peu d'intuition, parce qu'ils ont leur cerveau, parce qu'ils ont les vertus qui leur permettent, en fait, l'esprit, qui leur permettent justement de trouver un équilibre dans leur existence. Les animaux, comme ils n'ont pas d'esprit, eh ben, il faut qu'ils aient une intuition naturelle, sinon ils disparaissent, sinon ils meurent. Ils vivent vraiment, fondamentalement, grâce à son esprit, qui lui permet de faire la distinction entre le bien et le mal et de lutter pour faire le bien. Donc, vous parlez de la tyrannie du tempérament, et effectivement, les personnes qui ne développent pas de caractère, eh ben, ils sont sous l'emprise de cette tyrannie du tempérament. Ils sont en fait comme des animaux. Donald Trump est souvent décrit comme un homme très sûr de lui. Comment voyez-vous son tempérament? Alors, Trump, on voit tout de suite que c'est un colérique. Je vous ai parlé des quatre tempéraments. Macron, on voit assez rapidement que c'est un sanguin, le tempérament biologique. Trump, on voit que c'est un colérique, le tempérament, c'est un homme qui est fait pour l'action, il est dirigé vers l'action, on voit que sa biologie le pousse à l'action. On voit que c'est effectivement un manager. C'est un manager et, et c'est quelque chose de tout à fait naturel chez un colérique. Il y a plein de managers qui ne sont pas colériques, mais il y a des gens qui sont nés managers parce qu'ils sont nés colériques. Tout le monde, ceux qui sont vraiment enfin, une personne qui naît colérique, c'est une personne qui a des capacités incroyables pour le management et Trump a montré qu'il avait ces capacités incroyables dans sa vie professionnelle. Donc, Monsieur Trump, il est colérique, donc il est orienté vers l'action. Et toutes ces personnes qui sont orientées vers l'action, qui sont des bons managers, le problème, la difficulté qu'ils ont très souvent, c'est qu'ils traitent assez mal les autres, c'est-à-dire qu'ils utilisent les personnes pour réaliser leurs objectifs. Et donc, très certainement une vertu défi euh, pour Monsieur Trump, c'est la vertu d'humilité qui consiste à servir les autres au lieu d'utiliser les autres. Hein. Les colériques, ils ont une tendance à, quand ils voient leurs employés, ils voient les personnes qui travaillent avec, ils ont une tendance naturelle à penser que ça, ce sont ces employés, ce sont en réalité des ressources humaines. Alors qu'en réalité, ce n'est pas des ressources humaines, ce sont des personnes avec une dignité propre et tu ne peux pas te servir de ces personnes comme tu te sers de ressources matérielles. Ce sont des êtres humains qu'il faut faire grandir et c'est là qu'est le leadership. Donc, un colérique, ce n'est pas un leader. Le colérique, contrairement à ce que bien des personnes pensent, les gens pensent que le type, il est né leader parce qu'il est manager. En réalité, le management et le leadership, ça n'a rien à voir. Et pour un colérique, le leadership est très difficile, très très difficile. C'est pas plus facile que pour un flegmatique, hein. Pas du tout. Euh, le leadership consiste à grandir en faisant grandir les autres. C'est pas du management.
Alors, quand tu es manager, tu as une tendance à ne pas faire grandir les autres. Tu as une tendance à utiliser les autres. Du caractère colérique, c'est l'humilité. L'humilité comme service, qui consiste à aider les gens à grandir, tu vois, à déléguer du pouvoir, à faire grandir les gens. C'est toute une science, bien évidemment, mais il faut que, je pense que Trump, il a beaucoup à apprendre de ce côté-là. Hein, donc, il a besoin d'humilité. C'est l'humilité comme service. C'est la vertu défi, c'est la vertu challenge, en fait, des personnes qui sont nées colériques. Et il y a de très nombreux colériques qui pratiquent l'humilité à un très haut niveau, qui sont pour cela des très, très bons leaders. Il y a plein de personnes comme ça dans l'histoire, aussi bien dans le business que dans la politique. Est-ce que vous pensez que Donald Trump est un véritable leader? Alors là, si tu veux, pour le Donald Trump, alors là, je vais essayer d'expliquer un petit peu la situation qui est très importante pour ceux qui nous écoutent, hein, euh, pour arriver à comprendre un petit peu qui est Trump. Qu'est-ce que je pense qu'il fait bien, qu'est-ce que je pense qu'il fait mal du point de vue du leadership. Il faut situer le contexte. En 1992, vous vous souvenez, c'était dislocation de l'Union soviétique. Et enfin, la dislocation de l'Union soviétique, c'est 1991, mais en 92, c'est la dislocation du pacte de Varsovie. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que aux États-Unis, de très nombreuses personnes se rêvent de l'extension en fait de l'OTAN. Ils se disent, les Russes, ils pensent que les Russes ont perdu la guerre froide, enfin les communistes ont perdu la guerre froide, et ils commencent à rêver d'une extension de l'OTAN alors que la Russie ne menace plus personne. La Russie en 91, elle s'est complètement effondrée, le communisme s'est terminé, et toute l'administration de Bush père euh, dit qu'il faut vraiment, il faut vraiment étendre l'OTAN à l'Est. Et alors, tu as Bush ensuite prend sa démission et c'est Clinton qui, en 1994, prend la décision de l'expansion de l'OTAN vers l'Est en 1994. Et tous ceux qui viendront après Clinton vont faire qu'aggraver la situation. Et alors, ici, c'est très important ce qu'on est en train d'analyser maintenant parce que on est en train de parler de leadership. Et en 1992-1994, il s'est passé dans la tête des Américains qui gouvernent il s'est passé, il y a eu un manque de prudence monstrueux, un manque de prudence crasse, un manque de prudence inouïe. Et c'est, je dirais, l'horreur dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, elle date de ces années-là. Un manque de prudence incroyable. C'est là qu'on voit que la prudence, c'est vraiment la vertu de base du leadership. C'est pas la vertu du leadership, la vertu spécifique du leadership, mais la vertu de base. Et j'ai une citation là que je voulais voir, j'ai pris parce que je pensais vraiment vous la donner durant cette interview. Il y a un très grand Américain qui s'appelle George Kennan, que bien les Français connaissent. C'était vraiment pendant la guerre froide. C'est celui c'était l'idéologue de la politique de containment, donc d'endiguement de l'Union soviétique. Donc, c'est une personne qui connaissait parfaitement l'Union soviétique, qui connaissait parfaitement le communisme. C'est lui qui avait développé la théorie de l'endiguement, c'est-à-dire qu'il fallait maintenir, contenir l'Union soviétique et attendre qu'elle s'effondre. Et donc, une personne extrêmement intelligente. Et en 1998, lorsque, euh, lorsque le Congrès américain a entériné la politique d'extension de l'OTAN à l'Est, George Kennan, dans une interview qu'il a donné à un journaliste du New York Times, il dit la chose suivante, qui est vraiment extraordinaire. Il dit, l'expansion de l'OTAN est l'erreur la plus funeste de la politique étrangère américaine de toute l'ère de l'après-guerre froide. Une bévue stratégique aux proportions potentiellement épiques. On est en 98, 1980, il y a 30 ans. Il dit une bévue stratégique aux proportions potentiellement épiques. Cette expansion ferait se retourner les pères fondateurs des États-Unis dans leur tombe. Notre différend pendant la guerre froide nous opposait au régime communiste soviétique. Et maintenant, nous tournons le dos au peuple même qui a fait la plus grande révolution de l'histoire sans effusion de sang pour mettre fin à ce régime soviétique. L'avancée de l'OTAN va entraîner une réaction hostile de la part de la Russie. Et alors les partisans de cette avancée diront qu'ils vous avaient bien dit
que les Russes étaient comme cela. Mais c'est tout simplement malhonnête. C'est incroyable. Ça, il faut le lire et le relire. Parce que dans ces quelques phrases prononcées par un très grand spécialiste de la guerre froide, le plus grand, le spécialiste de la politique de containment, d'endiguement de l'Union soviétique, en 98, il n'est pas le seul. Il y a peut-être une dizaine de grands intellectuels, une partie de l'élite américaine, va faire cette déclaration. Ils savent qu'on a déjà commencé la Troisième Guerre mondiale. Ils savent que l'extension de l'OTAN vers l'Est, c'est en fait le début de la Troisième Guerre mondiale. C'est extraordinaire. Et alors, ils disent, hein, vous allez voir ce qui va se passer. On va répandre l'OTAN vers l'Est, on va voir la réaction des Russes, qui va être assez violente parce qu'ils ne vont pas se laisser faire, c'est évident. Et on dira ensuite, vous voyez, on avait raison. Les Russes, ils ne se laissent pas faire, ça veut dire qu'en réalité, ils sont méchants, ils veulent nous attaquer. Donc, on avait raison de les envahir. C'est comme si en 1814, Napoléon, en France, voyant les Russes envahir Paris en 1814, aurait dit, vous voyez, je vous l'avais dit, qu'il fallait attaquer la Russie et que j'avais eu raison d'envahir Moscou. Ça n'a pas marché, c'est vrai, c'est un problème. Mais j'ai eu raison d'attaquer Moscou parce que vous voyez, les Russes sont mauvais, ils envahissent Paris. On est exactement dans la même situation. Et pourquoi je cite ça? Parce que je voudrais qu'on comprenne bien que le leadership commence par la prudence. Et quand on n'est pas capable de prendre des décisions prudentes, eh ben, on ne doit pas faire de politique. Quand on n'est pas capable d'analyser les faits et de se rendre compte qu'est-ce qui se passe en réalité en 1991, en 1992, en 1993, qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui se passe en Russie, qu'est-ce qui se passe en Europe, on n'a pas le droit de faire de politique. Vous voyez? Et la situation n'a fait que s'aggraver. En 2008, Bush fils propose à l'Ukraine de faire partie de l'OTAN. En 2014, Obama, c'est le coup d'État à Kiev. Donc, on voit qu'en réalité, ce n'était pas une erreur de parcours, cette décision de 1994. On voit qu'en réalité, c'est parti de tout un plan stratégique qui est basé, en fait, sur une erreur monstrueuse et sur des intentions qui sont diaboliques. Vous comprenez, les intentions qui sont vraiment mauvaises. Parce que le gouvernement américain, lui, ce qu'il veut surtout, d'abord, c'est un mépris total du peuple russe. Je comprends qu'ils aient un mépris du communisme, parce que le communisme, c'est quelque chose que tu ne peux pas aimer. On peut souhaiter ça à personne, le communisme. C'est clair. Mais un mépris du peuple russe, alors que le peuple russe est ce peuple, comme dit Kennan, qui a fait sa propre révolution sans verser de sang, et qui a réussi à sortir du communisme sans verser de sang, et qu'on devrait admirer ce qu'ils ont fait. Et en même temps, quand on voit de la part des Américains, c'est un mépris total des Européens. Mépris total de l'Europe, parce que l'Europe, naturellement, elle a besoin de la Russie. L'Europe et la Russie, ce sont en fait des amis naturels, parce qu'ils ont, chacun, ils ont des ressources qui sont nécessaires à l'un et à l'autre. Et on voit que le gouvernement américain, il a un mépris total de l'Europe. Et toute cette politique, quand on voit la politique des sanctions contre la Russie, en réalité, ils savent très très bien que ça ne sanctionne pas la Russie. Ils se rendent bien compte qu'en fait, ça sanctionne l'Europe. Ça autodétruit l'Europe, et que ça rapproche l'Europe, en fait, ça oblige les Européens à vivre de la dépendance des États-Unis, au lieu de faire une union avec la Russie pour que l'Europe devienne à nouveau un grand pays, un grand continent. Donc, en fait, vous avez c'est quelque chose de monstrueux et de diabolique. Et ça, c'est la situation dans laquelle nous avons M. Trump lorsqu'il devient président. Et Trump, moi, je vois en tant que personne, en tant qu'homme politique, il a un minimum de sagesse. D'abord, la base de sa sagesse, c'est qu'il fait la distinction entre un homme et une femme. Ça, c'est déjà extraordinaire. On dirait c'est quand même, on dirait c'est vraiment le minimum. C'est vrai, mais c'est le minimum. Et aujourd'hui, c'est pas du tout clair pour bien des gens. Lui, Trump, il fait une distinction. C'est un homme et une femme, c'est pas la même chose. Je trouve ça tout à fait remarquable qu'ils le disent. Hein. Il a un minimum de courage pour le dire. Ensuite, il n'est pas russophobe. C'est un gars, il a du cœur. Et il se rend compte que les Russes, c'est pas des communistes, c'est pas la même chose. Le communisme, c'est une chose, le russe, c'est autre chose. Alors qu'aux États-Unis, il y a plein de gens qui confondent complètement le communisme et le russe. Ils sont incapables de s'élever au-dessus de 70 ans d'histoire. Et donc, Trump, c'est la seule personne avec laquelle, effectivement, M. Poutine peut parler. Parce qu'il se rend compte, M. Poutine, qu'il est en face de lui une personne qui n'est pas russophobe. Et donc, il peut parler. Vous voyez, la russophobie aujourd'hui, c'est quelque chose en Occident comme l'antisémitisme. C'est quelque chose exactement comme l'antisémitisme. Un juif ne va pas aller parler avec un antisémite. Il sait qu'il ne peut rien, on peut rien attendre de lui. C'est la même chose. Poutine, il sait qu'il peut aller parler avec M. Trump parce qu'il sait qu'il n'est pas russophobe, mais il sait qu'il ne peut pas parler avec M. Biden, avec M. Macron, avec Merkel, avec tous ces gars-là, il ne peut pas parler.
parce qu'il sait qu'ils sont complètement russophones.